Le débat est ouvert, j'ai l'impression. J'ai cru comprendre que Sébastien a envie de prendre la parole, donc je lui la donne volontiers. Ouais, vraiment, merci pour ces trois interventions là qui ont été très stimulantes. D'où la rapidité de réaction à vouloir poser des questions. J'avais quelques remarques pour Maud et Étienne aussi. Euh, Ça m'a vraiment intéressé là ce que tu as dit. Enfin, bon, je connaissais déjà puisque je fais partie du jury de thèse de Maud, donc je connaissais un peu ça. Mais là, du coup, avec ce que j'avais présenté et tout ça, bon, il y a peut-être des liens qui peuvent être faits. Bon, justement, je pense qu'une journée d'études, c'est aussi là pour ça, essayer de stimuler un peu la pensée et voir les ponts qui peuvent être créés, faire avancer la réflexion. Justement, par rapport au jeu qui se trouve dans l'art, tu as parlé, qui permettait d'ouvrir des potentialités et du virtuel. C'est intéressant parce que justement la notion de diagramme de Deleuze, il l'emploie aussi lorsqu'il parle de Bacon pour signifier les potentialités qu'il ouvre avant de commencer son tableau, etc. etc. Et justement aussi la notion d'actualisation que tu utilisais, Deleuze utilise justement par rapport à la notion d'agencement concret qui sont des actualisations du diagramme. Donc je voudrais savoir, est-ce que tu as eu déjà des pistes de réflexion là-dessus ou pas, ou est-ce que c'était des notions que tu as déjà qui te parlent ou pas? Puis peut-être que je vais poser une question à Étienne et puis voilà, comme ça après on fera ça. Et donc, Étienne, par rapport au concept de métaphore, je pense que, alors bon, je me suis aussi intéressé à Tetris, tu vois, effectivement, on a été beaucoup à plancher là-dessus, et notamment par rapport à son approche narrative. Et moi, ce que j'avais essayé de faire, c'était prendre la sémiotique narrative un peu comme une théorie de la rationalité pratique, c'est-à-dire voir comment notamment la sémiotique gramscienne permettait de penser l'action, voilà, avec le pouvoir faire, le devoir faire, les modalités du faire de Grémas. Et je me demande si par exemple, par rapport à Tetris, le process métaphorique, ça serait pas simplement de ne pas considérer ce que l'on a devant soi comme ce que c'est uniquement, quoi. C'est-à-dire comme par exemple les pièces de jeu d'échecs, c'est pas uniquement des bouts de bois que tu vas pousser. Par exemple, les joueurs d'échecs professionnels disent d'un mauvais joueur d'échecs que c'est juste un pousseur de bois. Et je trouve que c'est très parlant, parce que même si le joueur d'échecs ne considère pas que ce qu'il a en face de lui, c'est forcément un fou ou une reine, ou tu vois, mais il rentre dans un univers de sens particulier, un peu biplanaire, comme le dit Schaeffer, en fait. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre le sens de métaphorique chez Henriot, se dire que c'est un univers qui ne se résume pas que à ce qu'il est, et qui est régi par des règles qui lui sont autres, mais qui dépend aussi du contexte pragmatique. Donc c'est aussi pour ça que je mobilisais, enfin tu n'étais pas là dans l'intervention, mais par rapport à la notion d'ère intermédiaire d'expérience, chez Winnicott, je crois que c'est très intéressant par rapport à ça. Euh, et donc, voilà, et cette idée là de lier à la fois la machine et l'attitude ludique, je crois que c'est très intéressant, justement. Alors, mais est-ce que c'est une limite d'Henriot de ne pas avoir pensé ça? Je crois qu'il l'a pensé d'une certaine façon aussi, justement, en liant la structure de jeu et l'attitude ludique, et il montre que les deux sont tout de même assez liés, quoi. Voilà, donc, enfin, par rapport à cette réflexion sur le côté métaphorique, tu vois, et qui n'est pas forcément à comprendre comme une histoire ou. Tu vois, par rapport à la narratologie, tu peux très bien penser de la fiction sans qu'il y ait histoire, ou en tout cas une narrativité qui ne soit pas une histoire prédéposée, et puis, tu vois. Voilà. Oui, ben, en fait, l'idée d'Henriot, c'était d'amener à la limite où il y a chez les artistes une part de jeu dans leur création. Et c'est vraiment ce point-là, moi, qui m'intéressait, de dire où on en arrive quand un artiste joue en créant et quand un bon joueur, vraiment un joueur, devient créatif et lui-même est en train de, de, de rentrer dans un processus qui finalement est similaire à celui d'un artiste. Et vraiment, ce point de jonction-là entre les deux m'intéressait parce qu'à un moment donné, ça devient culturel. C'est la notion qu'on va donner sur l'activité. Dire là, tu joues, puis là, tu fais, là, t'es un artiste, puis là, t'es un joueur. Et donc, mais dans le processus de création, dans cette introduction de la différence dans le monde, dans cette production
du monde, comme le dit Fink, le processus à l'œuvre est le même. Et c'est cette fonction de jeu-là qui est autant présente chez le bon joueur qui est créatif que chez l'artiste qui est en train de créer. Et ce point de jonction-là m'intéresse particulièrement. Donc, c'est là que je voyais le lien. Et par rapport à Deleuze et l'agencement, parce que c'était l'autre partie de ta question, en fait, oui, c'est sûr que j'y ai pensé. C'est ça, j'aime beaucoup Deleuze. Parce que j'aime beaucoup Spinoza et je pense que la ligne est assez directe. Et donc, c'est exactement ça, c'est ce rapport de force-là qui rentre en composition ou en décomposition selon les agencements à un moment de manière immanente. Et cette manière-là de considérer le rapport au monde, dans quel genre de rapport moi je veux rentrer, dans quel genre d'agencement, dans quel genre de force, et qu'est-ce que je veux faire de ça. Et donc, toutes les questions, dire est-ce que je suis dans l'ordre des passions, dans l'ordre de l'action, et si je suis dans l'ordre des passions, bien, dans quel type de passion je dois me mettre, quel type d'effort je dois faire. Hein? L'éthique de Spinoza, c'est l'effort qui est fait pour dans quel type d'agencement je veux entrer. Alors, c'est sûr qu'il y a des liens directs là, à faire avec le concept d'agencement chez Deleuze. Oui, et puis la continuité avec le diagramme, là, du coup, de ce qui est possible d'ouvrir comme virtualité, quoi. Tout à fait. Oui, du coup, ça réintroduit complètement le jeu dans ces modes de pensée, quoi. Tout à fait. Ouais. Ok, merci. Alors, brièvement, moi je dirais chercher la métaphore. C'est un exercice intéressant qui parfois débusque ou même impose une réponse, parfois non. Ce n'est pas uniquement la métaphore narrative que j'entends par métaphore. Mais, de toute façon, une métaphore est l'établissement d'un lien entre des éléments hétérogènes et de telle sorte qu'ils ont une pertinence, soit une ressemblance, enfin il y a différentes catégories de liens. Mais quand tu me dis que le pion des jeux d'échecs peut représenter autre chose, ok, effectivement il y a une métaphore de façon militaire, de corps d'armée, ça fonctionne. Dans d'autres cas, il n'y a pas d'ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un ailleurs, qu'il y ait une hétérogénéité, qu'il y ait deux référentiels en connexion pour que le processus ludique ait lieu. Moi, je pense qu'il y a des cas limites, probablement, et Tetris, tu vas me dire, mais le dessin de Tetris représente autre chose. Mais oui, maintenant, mais c'est par exemple dire, je ne considère pas que les pixels qui sont sur l'écran. J'y vois un jeu, tu vois, au sens là. Comme par exemple, ça c'est le process de toute représentation. Mais dès lors qu'il y a représentation, ça c'est toute représentation qui dépasse sa matérialité pour pointer sur son référentiel, enfin sur son référent ou son signifiant. Donc ça peut pas être, on peut pas aller de ce côté-là à mon avis. Moi, il me semble qu'il y a des catégories de jeux arbitraires précisément qui se débarrassent de l'obligation d'avoir un rapport métaphorique signifiant. Après, on peut l'établir après coup. Et ça, là, je pointerai une question vers Eric. Ton étude est tout à fait intéressante parce qu'effectivement, moi je pense, et ça c'est lié effectivement au travail linguiste ou des cognéticiens, que on ne peut pas s'empêcher d'établir des liens et que c'est notre processus de connexité, de connexion des schèmes. Et alors, donc dans tes exemples, effectivement, tu nous en fais la démonstration, dans un sens principalement, du sens du jeu vers la réalité, c'est-à-dire comment la réalité reprend de nouvelles, une nouvelle coloration de par le jeu. Mais à contrario, est-ce que par la suite tu as pu identifier un retour de la réalité dans les pratiques de jeu? C'est-à-dire que si on diffuse le jeu au-delà de sa sphère habituelle pour aller vers les canapés, etc. Mais est-ce que ils vont parler canapé en jouant au poker? Enfin, c'est un peu la réversibilité du process de métaphorisation que je voudrais voir. Est-ce que l'inverse est bizarre? Est-ce que la métaphore se formalise en fait, d'une certaine manière, pour redevenir un jeu? Ouais, l'exportation de la pratique de jeu vers la réalité, on l'a vu à l'œuvre, mais est-ce que, à contrario, qu'est-ce qui, à l'intérieur du jeu, du réel pénètre? Parce que, tu vois ce que je veux dire, si on étudie un sens, ça peut être aussi de se dire, finalement, tu vois, le jeu, c'est pas un espace pur qui diffuserait sur le monde, il reçoit aussi des choses du monde. Donc du coup, ça invite à une étude symétrique. Je pense que Rodolphe le dit un petit peu quand il dit qu'il justement il s'est servi de son expérience de vente de canapé dans le cadre du jeu. Maintenant, à un autre niveau, on pourrait aussi considérer que en tout cas, c'est ce que je pense
parfois en regardant les entretiens, c'est que le poker est une métaphore de l'usage de l'argent dans notre société. Donc, ce qui est intéressant dans la notion de procès métaphorique chez Henriot, c'est justement cette espèce de désenclavement du jeu face à la vie quotidienne, et qu'elle permet en fait d'envisager justement les choses dans les deux sens, sans pour autant écarter toute frontière. Je pense que c'est simplement une autre façon de voir les choses. Mais je sais pas, je veux pas intervenir dans la discussion que vous aviez tous les deux. Non, mais c'est normal, ça tourne. Mais je pense, c'est peut-être vous parlez peut-être pas la même chose en fait, tout simplement. Mais je reviens sur ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a effectivement, si on s'intéresse à l'objet, si on se place du côté de la structure, je pense que la notion de métaphore n'est pas utile, en tout cas. Pas toujours. Pas toujours. Elle peut être utile, mais elle n'est pas nécessaire à tout cas. Par contre, si on se place du côté du joueur, et c'est, je pense, un peu ce que nous invite à faire Henriot quand il parle d'attitude ludique, et dans toute son œuvre, je crois d'ailleurs, et je pense que c'est aussi notre travail ici, c'est efficace en tout cas. J'ai l'impression que ça aide à comprendre certains discours des joueurs, certaines pratiques des joueurs, peut-être pas l'objet. Et là, c'est toujours la discussion, de savoir qu'est-ce qu'on analyse quand on parle de jeu. Alors, c'est justement le but de cette journée, de pouvoir discuter. C'est même un peu frustrant de penser qu'on aimerait avoir le temps, à partir de chacune des communications, pouvoir continuer la conversation. Je voudrais réagir très brièvement et très rapidement aux trois interventions. D'une part, j'ai beaucoup apprécié les trois communications, et par rapport à celle de Maud, j'ai moi-même hésité longtemps entre les concepts d'attitude, conscience et intention. S'il y a une autre critique qu'on pourrait faire à Henriot, mais je pense qu'il était lui-même très ouvert aux critiques et qu'il apprécie que l'on puisse rebondir sur sa pensée pour la développer, c'est que justement on retrouve ces différents termes à différents moments, et il n'y a pas eu un travail de différenciation très clair entre ces différentes notions. Personnellement, j'ai fini par adopter attitude, dans la mesure où attitude est définie par exemple philosophiquement chez Souriau comme quelque chose, un comportement externe observable, et non pas comme la conscience et l'intention, comme quelque chose de subjectif. Et pour moi, c'était un choix délibéré, parce que conscience et intention renverraient nécessairement à cette disposition d'esprit interne du joueur, alors que attitude me paraît pouvoir correspondre non seulement au joueur, mais au spectateur du jeu, ou à celui qui attribue le sens de jeu. Donc je te rejoins sur ce point, et pour réagir à ton commentaire sur le concept fuyant de conscience, je pense que il a été élaboré dans d'autres disciplines et qu'on pourrait le réutiliser, mais son côté subjectif me gêne personnellement pour l'étude qui est la nôtre. Et je pense aussi qu'il serait intéressant de revoir une partie de ce que tu as dit à la lumière, revoir non pas dans le sens de critiquer, mais de réexaminer à la lumière de la distinction qu'établit Antoine Compagnon entre sens et signification. J'ai l'impression aussi que parfois ils sont utilisés comme des synonymes, alors que sens est quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose qui serait dans ton tableau, dans la notion de jeu, alors que la signification serait beaucoup plus liée à la fonction. Donc je pense que cette distinction entre sens et signification pourrait aussi se révéler productive dans ton système de pensée. Par rapport à ce qu'a dit Étienne, je pense qu'en fait on parle de choses différentes, comme l'a dit Émeric, parce que je pense qu'il ne s'agit pas tant d'être en désaccord avec Jacques Henriot, parce que Jacques Henriot ne parle pas, il me semble-t-il, de la métaphore dans ce sens-là de la réversibilité. Il y a réversibilité, et effectivement, elle n'est pas toujours présente, et dans certains cas oui, dans certains cas non, mais la métaphore de jeu, me semble-t-il, ce process métaphorique dont parle Henriot, il opère d'abord, et peut-être seulement dans certains cas, pour ce qui concerne la dénomination ludique. Donc, dans le cas de Tetris, il y a déjà métaphore, du moment qu'il y a quelqu'un qui appelle
le Tetris jeu, en faisant appartenir le Tetris au champ sémantique du ludique, il est en train de choisir un des pans du réseau de la métaphore, que ce soit celui des objets, que ce soit celui des structures, pour intégrer ce phénomène de la réalité au champ métaphorique du jeu. Après, si cette métaphore est élargie à la possibilité d'interpréter les actes et le lier à la thématisation, à la narrativité, etc., c'est, me semble-t-il, un autre niveau de travail métaphorique. Et dans ce sens-là, je dirais qu'il ne s'agit pas tant de contredire Henriot que d'élargir sa réflexion à un autre champ. Et pour répondre aussi, mais plus que répondre, réagir à ta question sur que se passe-t-il quand deux robots jouent, c'est justement l'un des points qui m'avait amené à insister tellement sur la différence entre acte, pensée et énonciation, parce que j'avais justement évoqué une situation semblable pour dire qu'il se peut qu'il y ait un acte totalement dissocié de la pensée et l'énonciation. Si deux robots jouent, ils jouent, mais s'il n'y a personne pour dire que c'est un jeu ou pour penser que c'est un jeu, ça pourra être un jeu uniquement au moment où quelqu'un y attachera ce sens de jeu. La chose est, mais elle n'aura sens de jeu que quand quelqu'un l'énoncera ou la pensera. Et finalement, je ne peux pas... Je suis très intéressée par les travaux d'Émeric parce que ça me donne la tentation d'appliquer quelque chose de semblable au domaine de l'éducation. Très peu de choses ont été faites en enseignement des langues avec des enquêtes sur le terrain. Et donc, je pense que ce serait très intéressant de transposer ce cadre que tu as utilisé pour voir comment les professeurs, par exemple, envisagent leur propre métier comme jeu ou pas jeu et dans quelle mesure la métaphore ludique opère là aussi, dans les deux sens. Voilà. On va prendre peut-être d'autres questions et vous ferez une réponse collective. Michel? Oui, dans les métaphores, ou plutôt l'utilisation des termes techniques que fait Rodolphe du poker dans la vie courante, en fait, ça rejoint une observation des linguistes qui ont fait en fait l'inventaire de tous les termes techniques ou de tous les termes évoquant des situations de jeu qu'on retrouve dans la langue courante. Et en particulier dans une lexicographie historique, quand on a travaillé sur du vieux français, on a pu comptabiliser le nombre de termes ou de métaphores provenant de tel ou tel type de jeu et voir un peu le succès social d'un jeu. Par exemple, le jeu de paume est celui qui fournit le plus grand nombre de métaphores entre le XIIIe siècle et le XVIe siècle. Et donc en fait, il y a là un moyen d'enquête dans la langue, d'essayer de repérer quels sont les termes techniques appartenant à tel type de jeu que l'on retrouve dans le langage courant, qui sont rentrés dans la langue, et c'est un élément qui est tout à fait complémentaire avec l'enquête que tu fais et la façon d'interroger les personnes sur ce qu'ils disent ou pensent du jeu dans leur rapport avec la société et à leur vie courante. Dans l'ordre d'intervention, donc Maude, Étienne et Émeric, et puis Émeric dans la foulée conclura. Je vais aller avec la même conclusion que Bernard. Il faut relire Henriot. Non, je n'ai pas de mot de conclusion. Non, ce n'est pas de mot de conclusion, c'est s'il y avait des réactions, mais il n'y avait pas de questions pour ça. Étienne? Oui, moi, ce qui me dérange profondément dans la pensée d'Henriot, c'est je trouve qu'il opère un coup de force intellectuel qui pose question, qui pose problème. C'est une très bonne idée dans l'enquête de renverser le sens premier et le sens secondaire dérivé, dire bon voilà, le jeu, activité humaine, machin et tout, et puis on va trouver du jeu dans le bois et on inverse, etc. C'est une super bonne idée. Je veux dire, intellectuellement, quand on lit le bouquin et puis qu'on s'y intéresse, on se dit ah bah oui, mais alors du coup, donc ça renverse les perspectives, ça renouvelle le champ, on s'écarte de la définition intrinsèque et essentialiste. Et du coup, mais alors, donc au final, que ça soit réintégré en une définition comme ça qu'on devrait accepter, ça me pose problème. C'est-à-dire que je suis parfaitement d'accord avec ta remarque. Ce que tu dis est juste au sens où ce serait me tromper que d'attaquer billet en tête. Enfin, en disant, mais oui, mais la métaphore, c'est ça, c'est défini, donc là, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle n'est pas, etc. Je suis d'accord. Tu as raison. Mais moi, ce que ça pointe juste, c'est que, du point de vue strictement intellectuel, il y a un moment donné où ça décroche. Au sens où même, bon, après, on va pas attaquer les phrases qui sont trop courtes pour être, parce qu'elles c'est en expression, mais quand on dit, mettre en œuvre un ensemble plus ou moins coordonné de schèmes consciemment perçus, ok, comme aléatoire, donc la notion d'aléatoire, bon, c'est quand même,
c'est pas si aléatoire. Alors c'est expliqué, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est quand on condense une pensée, ben voilà, on voit aussi voilà, on voit un petit peu les. Peut-être préciser la lettre de Dario que j'ai lue ce matin. Ah oui, alors c'est pour ça peut-être que j'ai loupé quelque chose. Non, mais non, mais pas à propos de la suppression. Non, mais c'est sur l'idée. Quel est le statut? Mais je suis d'accord que c'est peut-être pas évident de le comprendre. Quel est le statut de cette définition? Est-ce que c'est une définition du jeu? Là, ce qu'il nous dit, c'est non. Il dit j'ai cru comprendre qu'on n'avait pas toujours bien saisi le sens de ma démarche. Je n'ai pas voulu expliquer ma propre conception, dire ce que j'entendais moi-même par jouer, mais rassembler et chercher à interpréter les diverses manières dont on parlait de cette chose étrange qu'est le jeu. Donc ce n'est pas une définition du jeu, mais c'est la définition de la façon dont on parle du jeu, quelque part. Ce qui la met au 2e degré ou au 3e degré, ce qui effectivement n'est pas facile à saisir. Hein. Et on peut se demander s'il tient toujours, effectivement, ligne après ligne, mot après mot, cette posture difficile à tenir, qui conduirait à une écriture parfois assez peu élégante, et comme il cherche à écrire de façon élégante, il peut y avoir une tension avec la façon d'écrire et le rappel. Hein, donc il n'écrit pas comme Bourdieu. Et le rappel constant de la situation, du point de vue et du propos. Donc voilà. Je complète. C'est ce qui rend peut-être sa pensée particulièrement difficile à certains moments, sous des aspects parfois de facilité, d'élégance. Entendons-nous en sachant que, si on peut faire, appréciant cette démarche d'enquête de sens commun, qui va justement tenter très littérairement et intelligemment de restituer les perceptions, les pensées, la sensibilité, l'importance de énormément d'expressions. Moi, je veux dire, je suis complètement. Enfin, je trouve que c'est une démarche phénoménologique exemplaire. Et qu'à un moment donné, c'est vrai que alors c'est peut-être la question de l'utilisation. Peut-être un peu technique à un moment donné, dont on a besoin pour faire des choses appliquées, des choses plus peut-être transdisciplinaires. C'est vrai que alors, si on retient la mention, et merci de me l'avoir fourni, qu'il avait bien condensé le fruit de cette enquête, après il n'en demeure pas moins que peut-on en faire après du point de vue appliqué au-delà du sens commun qui lui-même a évolué beaucoup, y compris sous l'effet des techniques. C'est un petit peu le but de cette journée. Moi, je voudrais juste rappeler qu'entre 69 et 89, il présente une définition, si tant est que c'est une définition différente, et que celle de 89 commence par « on appelle jeu », alors que la première était « le jeu est ». Mais je suis aussi d'accord avec toi, parce que tout à l'heure, lors de mon intervention, j'avais signalé que l'un des points où je ne suis pas d'accord avec Henriot, c'est que tout en se défendant de certaines positions légitimatrices, il cède parfois à la tentation de décréter que ceci est un jeu ou non, etc. Donc il retombe dans ce qu'il dénonce, mais je trouve que l'ensemble de sa pensée et sa conclusion dans « on appelle jeu » permet justement de chacun tirer ses conclusions et tirer la couverture à soi finalement. Juste, je voudrais rajouter très très rapidement un petit truc. Il dit bien dans le livre, et à plusieurs reprises, il me semble qu'il éprouve ces difficultés-là de penser cette chose nommée jeu, mais qui est indéfinissable parce que dès lors que l'on l'a défini, on va se situer dans une époque, un moment, et c'est ça sa grande force, c'est de montrer qu'effectivement l'idée de jeu est mouvante, et en même temps devoir proposer et parler de quelque chose que l'on ne peut définir car il est tout le temps mouvant, c'est ça qui est intéressant, et c'est cette démarche-là, je crois qu'il faut réussir à retenir, surtout aujourd'hui, là où, comme on disait, on parle de gamification et de tout ça, en essayant d'essentialiser les phénomènes ludiques à des fins marketing, etc. Je crois que cette approche-là du jeu est très forte et très innovante et nous permet de penser de nombreuses problématiques actuelles. Alors je crois que ce débat qui va cesser, mais et on espère qu'il va continuer en fait, et peut-être qu'on a lancé le premier acte d'un processus qui va conduire à continuer à analyser cette pensée. Et donc, comme je vous l'ai dit, je laisse la parole à Aymeric pour réagir éventuellement et conclure cette journée. Ouais, je voulais quand même réagir 2 secondes. Moi, je dirais que en fait, la définition qui est à la fin de Sous couleur de jouer, peut-être pas celle de son premier ouvrage, mais je pense qu'en fait, elle répond simplement au jeu qui s'était fixé à la base. Il dit soit un jeu, jouer à dire ce que c'est que jouer. Et je suis pas sûr qu'il faille l'apprendre au premier degré. Personne ne l'a reprise en tant que telle. On a beaucoup cité Henriot, mais tout le monde s'est concentré sur autre chose que cette définition-là.
qui est pas inutile, hein, mais... Non, mais... Je pouvais pas m'empêcher de dire que la métaphore, à un moment donné, pouvait ne pas être présente dans le jeu sans que le jeu cesse d'être jeu, et je pense que voilà, c'est important. Attaquer. Bon. J'ai une dernière. Savoir arrêter un jeu. C'est ça. À la 300e page, Ça, c'est dire s'il a choisi ça. De pouvoir être appelé jeu, pas d'être un jeu. Alors donc je vais avoir la lourde tâche de conclure. À l'occasion du 30e anniversaire donc, des sciences du jeu à Paris 13, cette journée scientifique avait donc pour vocation de retourner au fondement d'une approche multiple et je pense qu'on pourrait ajouter critique, qui a déjà formé plusieurs générations d'étudiants à faire du jeu son objet d'étude. Alors comme les jeux et les hommes de Roger Caillois, Sous couleur de jouet apparaît aujourd'hui comme un repère, au moins un repère, pour qui souhaite poser le jeu en question. Sans doute mérite-t-il d'ailleurs donc d'être traduit à son tour en langue anglaise pour que les Game Studies rencontrent les Play Studies, pour citer Mathieu Triclot. Reste à savoir comment traduire ce mode de questionnement teinté d'ironie qui caractérise bien souvent l'œuvre d'Henriot jusqu'aux dernières lignes donc qu'il nous transmet aujourd'hui. Donc je le cite ici une dernière fois dans un court texte qui sera sans doute publié en ligne dans les actes de la journée, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, le jeu est à la mode, plus encore qu'il y a 30 ans. C'est un domaine de plus en plus étendu, diversifié, où s'aventurent des chercheurs de plus en plus nombreux, avertis, de mieux en mieux équipés. Il ne serait sans doute pas superflu de s'interroger sur l'émergence de cet état de fait. On conçoit, on fabrique des jeux et des jouets de toutes sortes. Encore faudrait-il ne pas ignorer ni feindre d'oublier qu'une idée donne sens à ce projet ainsi qu'au mode d'emploi de semblables instruments, qu'en font réellement ceux qui s'en servent pour jouer. Il ne faudrait pas oublier non plus le contexte où opère la recherche. Le jeu des chercheurs, comme tout jeu, prend place dans un ensemble culturel, un système qui l'englobe et le comprend. Alors on a vu tout au long de cette journée que le contexte actuel est sans doute porteur d'un certain renouveau de la recherche sur le jeu, pour partie lié donc au développement des jeux vidéo et de sa culture ludique. Pour autant, je ne suis pas certain qu'il soit plus favorable qu'hier à la poursuite d'une recherche centrée sur cet objet que l'on dit encore frivole. Cela dépend sans doute du jeu dont il est question et de la façon dont on l'aborde. Certes, les jeux vidéo et les jeux d'argent aussi sont à la mode, comme il dit, mais encore faut-il qu'ils soient abordés sous un certain angle, celui de l'éducation ou de l'addiction, par exemple, pour en faire des objets sérieux. Alors, dans un contexte, disons, d'autonomie relative des universités, la question de l'indépendance de la recherche devient un enjeu crucial pour maintenir une approche du jeu qui ne soit pas focalisée sur ses formes prétendument vertueuses ou vicieuses. À ce titre, le département des sciences du jeu, comme on le nommait à l'époque, j'étais pas né d'ailleurs, reste un lieu privilégié pour mener une recherche qui n'hésite pas donc à prendre à rebrousse-poil certaines idées reçues, comme le lien entre jeu et éducation, par exemple. Il est aussi, il me semble, un espace d'apprentissage où chacun puise dans sa propre expérience, comme dans celle des autres, une meilleure appréhension du jeu à travers les âges, les lieux, les temps, les langues ou les cultures. Si Henriot nous propose bel et bien un cadre d'analyse anthropologique pour questionner le jeu, ce cadre est un espace potentiel, pour citer quelqu'un d'autre, pour des recherches multiples et transdisciplinaires dont cette journée se voulait le reflet. Alors avant de conclure définitivement cette journée, je voudrais remercier au nom des membres du laboratoire Experis et de l'université Paris 13 chacun des intervenants qui ont accepté avec Jacques Henriot de jouer à dire ce que c'est que jouer. Patrick Schmoll qui nous a proposé de revisiter l'œuvre du philosophe à l'heure où se généralise face au désenchantement du monde et maintenant au réenchantement du monde, les dispositifs, les pratiques et les attitudes de jeu. Mathieu Triclot qui, dans le champ des Video Game Studies, nous invite à rejoindre la perspective d'une étude du play. Bernard Perron qui, en parcourant cette même littérature, plaide, je crois, si j'ai bien compris, pour une lecture d'Henriot dans le monde anglophone, mais aussi pour adopter l'attitude ludique qu'il utilise lui-même.
Sébastien Genevaux qui nous a présenté un certain nombre de notions, notamment celle de ludicisation, inspirée des travaux d'Henriot pour nous permettre de penser les transformations contemporaines du jeu. Aide Silva qui a choisi de discuter le terme de gamification pour penser ces mêmes transformations à la lumière de sous-couleurs de jouets. Étienne Armand Amato qui s'est quant à lui exprimé depuis une perspective infocommunicationnelle pour questionner notamment la notion de métaphore. Et Maud Bonenfant qui a repris à son compte le thème central de la distance chez Henriot, distance donc sans conscience, pour mieux saisir la virtualité de l'espace du jeu. Donc merci Elisabeth Belmas qui nous a fait l'honneur d'introduire cette journée d'études et à Gilles Rougère qui en est à l'origine comme il fut donc à l'origine de la création des sciences du jeu à Villetaneuse il y a 30 ans. Et en tant qu'ancienne étudiant du master, je voudrais remercier à travers lui tous les enseignants qui ont porté cette belle idée jusqu'à nous transmettre donc le plaisir de la défendre à notre tour.